reprendre, si vous voulez bien, le débat peut-être tout à l'heure justement sur ces interfaces-là et sur le cardiovasculaire et puis sur l'autre problème que vous avez évoqué. On a la chance d'avoir avec nous aussi le professeur Nathalie Roussel là, qui dit rien, qui est au deuxième rang et qui tout à l'heure nous a fait un truc absolument éblouissant sur la douleur et donc sur les questions de douleur et de TMS. Donc voilà, on ouvrira avec vous le débat là-dessus. Mais alors Jean-Marie qui est à la fois une Fessler, hein, donc qui est à la fois président de l'institut du comité scientifique de l'institut de Montparnasse. Enfin bref, il est président de plein de machins et voilà. Mais surtout il a j'allais dire une carrière à la fois de chercheur et d'enseignant, mais en même temps d'opérationnel à la direction de grands, plus petits et très divers établissements hospitaliers et de soins. Et il cornaque, j'allais dire, vous cornaquez des étudiants qui non seulement sont à Sciences Po et au CNAM, mais qui sont aussi à Stanford. Et donc la question tout à fait insidieuse que je lui ai posée, c'est mais Jean-Marie, est-ce qu'il y a des modèles justement à l'international qui sont intéressants et qui pourraient nous stimuler, nous en France, sur ce que nous on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'un soignant par essence, il soigne tout le temps, mais il soigne les autres et pas lui, mais en même temps soigner soi. Donc voilà, Jean-Marie, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Donc je vais essayer de vous parler de ce qui est considéré depuis 7 ans comme le meilleur hôpital du monde. C'est-à-dire, et c'est surtout sur 7 ans, hein, c'est la Mayo Clinic, qui n'a rien d'une clinique. Alors d'abord, c'est une histoire émouvante. Il y a, en 1885, dans la ville de Rochester, qui n'est pas une grande ville, c'est une ville de 100 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a guère plus. Une tornade qui pulvérise la ville. Et il y a 3 médecins, le père et ses 2 fils, qui sont chirurgiens, qui se disent on ne peut pas laisser la ville de Rochester sans rien. Il n'y a aucune infrastructure hospitalière dans cette ville des États-Unis, qui est à l'ouest des Grands Lacs. Donc il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Je ne vous recommande pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais bon. Et donc il crée cette clinique de 27 lits. Et immédiatement, alors c'est aussi une leçon liée à la pénurie. Immédiatement, il relie soins, enseignement et recherche. Parce qu'il n'y a évidemment pas d'université à Rochester. Bon. Et il n'y a pas de chercheurs. Bon, aujourd'hui, pour nous donner une idée, ce qu'on appelle la Mayo Clinic, c'est un écosystème qui entretient des relations professionnelles dans 130 pays du monde. Bon, et la totalité des États des États-Unis. Donc c'est devenu considérable. Et à partir de quelques règles fondamentales que je vais rappeler. La première, en 1907, dossier médical individuel unique du patient. On rêve, hein? 25, il y en a combien? Pardon, chez nous, excusez-moi. Bon, et après, alors il faut quand même rappeler quelques caractéristiques du système américain. Bon, je rappelle ici ce que vous savez sûrement, mais il n'y a pas de diplôme d'État. Donc les universités sont en compétition pour tous les métiers de la santé. Deuxième élément, la majorité des hôpitaux sont non-profit, à but non lucratif, contrairement à ce qu'on peut penser. Le 3/4 des médecins américains, toutes disciplines confondues, sont salariés. Et la loi de 1986, parce que suite à une réforme tarifaire,
il y avait eu des excès. La loi fait obligation aux hôpitaux de prendre les patients en urgence. Hein, on ne les laisse pas mourir devant la porte de l'hôpital. Bon. Alors voilà, ça c'est des éléments de contexte, et notamment législatifs. Et puis après, il y a les facteurs clés du succès de la Mayo Clinic. Et là, c'est très très simple. Le docteur Mayo et ses deux fils avaient écrit « Les besoins du patient passent avant tout ». Et ils ont été, depuis 1889, inauguration de la Mayo Clinic, fidèles à cette devise. Et puis ils en ont une autre, hein, ça peut paraître étonnant, mais voir grand, commencer petit, agir vite. Voilà, au niveau de l'hôpital. Je vais vous dire, toute dissemblance avec schéma qu'on trouve très rarement en France serait fortuite. Est absolument non avenue. Alors après, vous ne rentrez pas comme ça à la Mayo Clinic. Hein. La première consultation dure de 45 minutes à 1 heure. C'est une règle. Et on y organise le parcours. Voilà. Alors ça tient à la géographie. Hein. Aussi, ils sont servis par une géographie où des patients viennent de distances tout à fait considérables. Et un tiers des patients relèvent de Medicare ou des soins aux plus démunis. Hein, c'est aussi une règle qui sont fixées. Et ils la respectent. Alors les urgences. Ne travaillent aux urgences que des médecins et des soignants expérimentés. Et je vous recommande vraiment le site internet de la Mayo Clinic qui, sur le plan de la prévention, des conseils aux patients, est absolument incroyable. Ah, c'est d'une qualité pédagogique qui incroyable. Est inégalée. Inégalée, oui, ouais. Inégalée. Alors quand on sort des urgences, on sort avec des instructions. C'est le côté très organisé, ça. Bon. Et le personnel des urgences ne peut pas orienter vers d'autres services de la Mayo Clinic pour des affections non urgentes. Hein, parce qu'évidemment, on peut soupçonner que les patients, pour accéder à des services spécialisés dont la plupart sont mondialement connus, eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. Donc si je résume les bonnes pratiques de cet hôpital, encore en 2025 classé comme le meilleur du monde, il y a plusieurs règles intangibles depuis l'origine. La gouvernance est médicale. Il est impensable que le président ou la présidente de la Mayo Clinic ne soit pas médecin. Les mandats sont à durée limitée. Même si vous êtes considéré comme excellent, voilà. Les innovations, alors tout le monde innove, hein, sont systématiquement transposées. Et puis, toutes les équipes sont en triade. Ça fait rêver. Hein. Médecin, cadre infirmier, gestionnaire. Bon. Et tout nouveau médecin est en test pendant 3 ans et il y a un vote de l'équipe pour être recruté de manière pérenne. Alors bien sûr, l'expérience patient est promue et la Mayo Clinic est peut-être le seul hôpital dans le monde qui est à la fois considéré comme une organisation à haute fiabilité, ce qui est rarissime, hein, c'est du niveau de l'astronomie ou de choses comme ça, et comme un hôpital magnétique. Alors là aussi, pour une raison simple, ils ne cherchent pas les causes de démission et de turnover, ils cherchent les causes de ce qui permet de rester fidèle. Et d'ailleurs, le turnover est absolument inexistant. Le turnover médical et soignant à la Mayo Clinic est inexistant. Alors là aussi, la géographie joue. Hein.
c'est évidemment le premier employeur de Rochester et de très très loin. Voilà. Juste pour vous redonner les chiffres comme ça, hein, de l'absentéisme et du turnover en France dans le monde établissement de soins, l'absentéisme est à 16%, avec des pointes à 30% dans un certain nombre d'établissements. 16%, c'est déjà le double de l'absentéisme des activités professionnelles moyennes en France. Et quant au turnover, là aussi on est... Là, c'est un tout petit peu mieux puisque c'est juste un point au-dessus de la moyenne, c'est 16% au lieu de 15%. Sauf que pour former un soignant ou former un médecin, c'est pas en 3 mois ou en 1 an, c'est en beaucoup plus de temps que ça. Donc, ça vous montre la prise en compte des enjeux. Pardon, Jean-Marie, vous avez intervenu. Mais merci Anne-Marie. C'est très très important. Alors, je vous donne pas les chiffres de la Mayo Clinique parce que bon, on est de l'ordre de 1%. Ouais. Heureusement que la Seine n'est pas trop loin, sinon on prendrait tous des pavés et on irait se dire on n'y arrivera pas. C'est le résultat de plus d'un siècle de constance pour savoir pourquoi on est fidèle, pourquoi on reste. Et en plus, c'est pas pour des raisons climatiques, c'est pas la Floride. Hein. Je vous recommande vraiment ni l'hiver ni l'été. Non, certains voudraient aller voir, mais... Bon, alors, c'est une organisation à haute fiabilité, je termine par ça, parce que leur pensée profonde, bon, d'abord ils pensent ensemble. Et il faut aussi, quand on regarde l'histoire, reconnaître que chaque fois qu'il y a des tragédies ou des erreurs gravissimes, l'origine vient de nos défaillances de pensée et surtout d'interaction. Bon, ça, il faut quand même le souligner. Et donc, ils expérimentent, ils agissent très très vite. Ça, c'est très impressionnant sur place. Ils ressentent et ils ajustent. Et avec beaucoup de fluidité. Et ça tient à la culture progressivement partagée au sein des triades. Bon. Et notre modèle national et peut-être européen est plus, on observe ça, on analyse, on commande et on contrôle. Donc là, il y a moins de fluidité et ça génère plus de conflits, me semble-t-il, que ce modèle né vraiment, je le rappelle, de circonstances incroyablement difficiles à la fin du XIXe siècle. Merci Jean-Marie, et qui perdure avec quelle efficacité maintenant, mais en même temps on se demande toujours un peu la question de l'audience en France, parce que je crois que j'ai vu un séminaire et demi en 4 ans où la Mayo était en gros invitée avec ses homologues pour venir partager avec son... Alors c'est mieux que rien. Merci Jean-Marie de nous en parler avec la ténacité et l'efficacité qui est là, mais c'est vrai que c'est important et c'est important à connaître avec toutes ces questions qui nous font vraiment baver. Enfin, je dois dire, par exemple, l'idée d'une triade efficace qui s'engueule pas entre les différentes lignes finalement qui concourent aux soins, ça paraît un peu, on est content quoi. On a envie de mettre des cierges à Saint-Rita en se disant comment est-ce qu'on va faire pour que ça vienne, que globalement ça vienne chez nous. Alors